Pour la seconde intervention, il sera encore question de ces problématiques de thésaurus, si j'ai bien compris. Nous accueillons nos 3 collègues de l'Université de Lille, du laboratoire Géricault, donc le groupe d'études et de recherche interdisciplinaire en information et en communication. Nos trois intervenants sont chercheurs en sciences de l'information et vont nous présenter les résultats d'un projet de recherche qui a commencé en 2017 et je crois est toujours en cours, qui a été prolongé ou qui vient de s'arrêter. Donc le projet Mémomine, conservation des traces mémorielles et en médiation numérique, le cas de la mémoire minière pour le patrimoine minier des Hauts-de-France, qui donc a dû gérer des corpus hétérogènes de données. Pour en parler, nous accueillons donc Bernard Jacquemin. Vous êtes maître de conférence en sciences de l'information et de la communication. Éric Kergosian, maître de conférence également en sciences de l'information et de la communication. Vous êtes directeur adjoint du laboratoire Géricault. Et Stéphane Chaudiron, professeur en sciences de l'information et de la communication. Et vous êtes responsable scientifique du projet Mémomine. Je vous remercie. Merci pour cette présentation. Bonjour à tous pour cet après-midi. Donc, comme cela a été indiqué, nous allons présenter un des résultats, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Et d'ailleurs, Nicolas Lissarec, ce matin, a évoqué quelques-uns des résultats qui ont été élaborés dans le cadre de son laboratoire de Visu à Valenciennes. Donc, ce sur quoi nous allons attirer votre attention cet après-midi, c'est une méthodologie de conception de 2 systèmes d'organisation des connaissances, un thésaurus, au format SCOS d'ailleurs, on vient d'en parler, et une ontologie, et on a aussi évoqué dans le cadre d'une des questions le format SIDOC-CRM. Donc nous allons concentrer notre propos autour de ces deux résultats, sachant qu'il y en a bien d'autres. Donc Mémomine, c'est un projet qui a démarré en 2017, début 2017, qui, pour les raisons évidentes de Covid et de problématiques liées à la captation des témoignages d'anciens mineurs, et vous pouvez imaginer que les anciens mineurs sont une population particulièrement exposée aux risques liés au Covid. Donc ça a retardé grandement notre démarche, et donc le projet a duré en fait 5 ans et demi, au lieu des 48 mois initiaux. Donc les partenaires du projet Mémomine donc sont les 3 laboratoires dont vous voyez les logos, le laboratoire L'Arche de Visu de l'Université Polytechnique de Valenciennes, l'Université de Lille avec son laboratoire Géricault, donc nous sommes membres, le laboratoire Le Plidam, donc de l'INALCO, avec une association extrêmement forte de la direction de la recherche de l'INA, donc l'Institut national de l'audiovisuel, et ce projet n'aurait pas pu être mené sans la participation extrêmement forte d'un certain nombre d'acteurs locaux, notamment l'espace Voilère-Sarambert dont Nicolas a parlé ce matin, ou de Visu assez locaux d'ailleurs, près du chevalement qu'il nous a indiqué, le centre historique minier de Leward, et aussi la mission bassin minier qui a porté pendant très longtemps la candidature du bassin minier du Nord pour l'obtention du label UNESCO. Et à cela s'est ajouté un certain nombre d'autres musées que nous évoquerons à la fin et qui ont eu des rôles plus ou moins importants suivant les cas, mais c'était l'un des objectifs de notre projet que de rendre accessibles ces résultats en open source, mais on y reviendra. Donc la problématique centrale du projet Mémomine, donc Mémomine, la mémoire de la mine, conserver la mémoire de la mine, la transmettre, la remédiatiser pour des publics divers, savants, non savants, à travers des dispositifs innovants comme ceux qui nous ont été présentés ce matin. C'est une spécificité que de travailler sur le patrimoine minier, puisque depuis le 26 décembre 1990, date de la dernière remontée de la dernière Gaillette à Wagny, il n'y a plus d'exploitation du charbon dans le nord de la France. Donc entre 1720, date de la découverte de la première veine, et ce 26 décembre 1990, on a eu plus de 2 siècles d'exploitation du charbon qui a modelé à la fois le territoire
On peut le voir d'ailleurs en venant de Paris, par la 1 ou par le train, on voit les fameux terris. Modeler le territoire aussi sur le plan urbanistique, les fameux corons, mais aussi les maisons de maître, également le territoire culturel, puisque notamment à travers les différentes vagues d'immigration, eh bien, peu à peu se sont installées des populations avec des langues, des cultures, des habitudes culturelles extrêmement diverses et fortes. L'immigration italienne, polonaise, allemande et marocaine, puisque l'immigration marocaine a été la dernière à venir, notamment pour fermer les mines. Voilà, donc l'idée de fond de ce projet, c'est comment transmettre, comment préserver cette mémoire minière en utilisant le numérique. Et on verra que nous, on va insister sur un aspect particulier du numérique, numérique et langage. On aurait pu intituler notre présentation. Donc sauvegarder les mémoires individuelles, au-delà des musées comme le Ward, comme Waller-Sarambert, comme les sites emblématiques inscrits à l'UNESCO, il y a énormément d'associations, d'anciens mineurs, de collectionneurs, de passionnés, qui ont créé des collections, alors qui ne sont pas forcément des collections muséales au sens strict, mais des gens qui ont à cœur de sauvegarder leur culture. Donc la sauvegarde de la mémoire individuelle ou des mémoires individuelles était un élément extrêmement important. Comment convertir cette mémoire en traces? Donc les traces à travers notamment ce que nous a montré à nouveau Nicolas ce matin, mais aussi des traces langagières. Nous avons eu à cœur d'intégrer dans nos systèmes d'organisation des connaissances ces traces langagières. Un autre objectif était de mettre à disposition des corpus d'archives. Donc il y a eu différentes campagnes ethnographiques de captation. Juliette Lemarquet finit sa thèse précisément sur l'une de ces campagnes ici présentes. Et un autre objectif, c'était donc de définir, de faire des prototypes de systèmes innovants permettant de perpétuer la mémoire minière, et notamment à travers le système de théâtre holographique rapidement mentionné ce matin. En ce qui nous concerne, à Jéricho, nous avons travaillé sur 2 axes, et tous les 3, avec une autre doctorante, Amélie Dalloz, nous avons travaillé plus spécifiquement sur le langage. L'objectif étant de capter ce langage pour en faire à la fois une terminologie, un thésaurus, puis une ontologie. L'objectif donc de création du thésaurus et de l'ontologie, c'est de permettre de formaliser donc cet univers de connaissances, cet héritage culturel, de rendre accessibles également les sources numériques existantes, notamment celles qui existent dans le centre de documentation du bassin minier, la mission bassin minier, mais aussi le centre historique de Leward, qui jusqu'à présent encore travaille avec un thésaurus de fiches cartonnées. Donc l'idée, c'était de mettre à niveau, en quelque sorte, d'aider à mettre à niveau nos partenaires, et plus généralement, puisqu'il n'existe pas en France d'un tel thésaurus ou d'une telle anthologie, c'était de diffuser ces 2 résultats auprès d'autres partenaires qui n'étaient pas dans le projet, comme les autres musées de la mine en France. Donc indexer les fonds documentaires, ceux-ci sont extrêmement nombreux, sont à la fois des objets, des cartes postales, des images, des vidéos, sont extrêmement hétérogènes. Donc pour réaliser cet objectif, nous avons conçu donc un thésaurus du patrimoine minier au format SCOS, on vient d'en parler, et une anthologie du patrimoine minier. On insiste sur la notion de patrimoine. Il ne s'agit pas uniquement de définir un thésaurus par rapport à la période d'exploitation de la mine, mais bien de prendre en compte les évolutions, notamment industrielles, culturelles, récentes, notamment. Il y a un certain nombre de terris qui font l'objet d'expérimentations. Il y a des terris un terri qui est transformé en piste de ski, pas très loin. Il y en a un autre sur lequel on fait un vin, ma foi, pas trop mauvais, le charbonnet. Bon, voilà. Donc, vous voyez, il y a eu... Ça vit encore. Voilà. Ça se discute. En tout cas, il est très cher, 60 € la bouteille. Mais voilà, il n'est pas si mauvais que ça quand même. Alors, au sein de Jéricho, 2 axes. L'axe qu'on va vous présenter concernant l'organisation des connaissances, et puis un autre volet, écriture de la mémoire. Juliette Lemarquet
j'en parlais tout à l'heure, et Cécile Tardy. Alors, concernant notre approche, nous sommes partis d'une définition double, celle donnée d'une part par le TCCIH, donc de 2003, qui définit le patrimoine industriel, et vous avez sous les yeux ce qui nous concerne, à savoir des lieux de production comme les fosses, les chevalements, les terris, des voies de communication, les canaux, les chemins de fer, des lieux de résidence, les cités minières, les fameux corons, des lieux de service également, les écoles, les salles de fête, les églises, et évidemment un certain nombre d'autres éléments du patrimoine monumental. Et également le patrimoine culturel matériel et immatériel tel que défini par l'UNESCO donc dans son rapport de 2003. Donc celui-ci comprend les œuvres qui expriment la créativité, la langue, les langues, plutôt en ce qui nous concerne, les rites, les croyances, les lieux, les monuments, la littérature. Jules Mousseron, par exemple, un célèbre poète local qui a écrit un certain nombre d'ouvrages en patois, alors patois ou dialecte local, disons. Voilà. Les archives. Donc l'objectif de notre approche, méthodologiquement, était de prendre en compte l'ensemble de ces éléments. La méthode de conception c'est élaboré en 3 phases globalement. Tout d'abord, une première phase d'identification et de collecte de l'ensemble des ressources langagières que l'on a pu trouver, aussi bien ressources savantes, comme par exemple des collègues anciennement qui ont travaillé sur une terminologie de la mine, je pense à Bernadette Turpin, mais également les nombreux... Béatrice Turpin, voilà. Merci. Et également tous les collectionneurs, anciens mineurs, qui sur leur page personnelle ont par exemple tour à tour ont fait des glossaires de la mine. Deuxième étape, à partir d'une thématisation de la terminologie, donc de ces ressources terminologiques, une thématisation qui a permis ensuite d'élaborer une préstructure pour le thésaurus et enfin notamment à partir du thésaurus, mais aussi en s'appuyant sur un certain nombre d'autres ressources numériques, l'élaboration du modèle ontologique. Alors, les contraintes d'emblée que nous nous sommes données dans le cadre du projet, c'était de respecter les standards du web sémantique pour, et ça c'était vraiment important comme contrainte, assurer l'interopérabilité, donc la réutilisation de l'ensemble de nos systèmes d'organisation des connaissances, à la fois par les musées, les centres de documentation, les archives, et puis de rendre ces résultats accessibles en open source. Donc on y reviendra tout à l'heure. Et puis le dernier élément fort, c'était de faire à chaque fois une évaluation des résultats, et en particulier le thésaurus a été évalué dans un certain nombre de contextes. Alors, tout d'abord, pour collecter l'ensemble des ressources terminologiques, nous nous sommes appuyés sur un certain nombre, donc, comme je l'indiquais précédemment, glossaires, vocabulaire, contrôlé ou pas, nomenclature, voilà, tout objet documentaire et linguistique qui, à un certain moment, dans le cadre du territoire défini par les limites du bassin minier, en langue ch'ti et en français ou éventuellement, dans certains cas, dans d'autres langues. Je citais tout à l'heure les différentes vagues migratoires. Nous avons obtenu un certain nombre de ressources. Après validation de celles-ci, nous sommes focalisés sur 33 ressources. Une deuxième ressource numérique a été la constitution d'un fonds d'archives de presse, environ 1000 articles, à partir de 1990. Alors 1990 parce que c'est la fin, comme je disais tout à l'heure, de l'exploitation industrielle de la mine dans le Nord et du Pas-de-Calais, jusqu'en 2018, qui a été un peu la clôture, disons, de cette partie du projet. Donc 1000 articles à travers la Voie du Nord, auxquels nous avons accédé via Europresse en l'occurrence. Une analyse du vocabulaire contrôlé d'un fonds documentaire. Alors, il n'existait pas, comme je disais tout à l'heure, de thésaurus en France, mais il en existe dans d'autres pays, notamment en Belgique, notamment en Bolivie. Voilà, donc, nous nous sommes appuyés sur des structures pouvant exister ailleurs, sachant que ces autres thésaurus étaient essentiellement axés sur la période d'exploitation de la mine et non pas le patrimoine tel que nous l'entendons. L'analyse d'un fonds d'archives vidéo 25 heures qui préexistait au lancement du projet. Et puis l'analyse
de captation de nouvelles vidéos effectuées dans le cadre d'une démarche ethnographique par Juliette notamment et Amélie. Donc là, je n'ai pas la volumétrie exacte, mais l'idée, c'est de capter des témoignages de mineurs, de collectionneurs, d'anciens mineurs, et donc à partir de ces ressources, d'extraire la terminologie. Donc je passerai le détail des résultats, puisqu'on insiste sur la méthodologie. Disons simplement que les résultats de l'analyse terminologique nous ont conduit à retenir 2400 termes uniques en français et avec les différentes variantes régionales. Alors c'est difficile pour plusieurs raisons linguistiques de parler de dialecte, sachant que dans les différentes fosses, le même langage n'est pas forcément nécessairement utilisé de la même façon. Donc, alors pour l'instant, on n'a pas encore vraiment focalisé notre travail sur la prise en compte des variantes intradialectales, disons. Mais voilà, le schéma global de la terminologie et du thésaurus puis de l'ontologie permettent de prendre en compte le multilinguisme, y compris l'italien, l'arabe marocain, le polonais, l'allemand, puisque beaucoup de prisonniers allemands ont été utilisés, entre guillemets, pour exploiter les mines après 1945. Donc 33 ressources lexicales, 2400 termes uniques, avec quelques variantes que vous voyez à la diapo. L'analyse également de différents comptes, Facebook, des blogs de collectionneurs plus ou moins bien faits. Donc vous imaginez qu'à chaque fois, la méthode a été essentiellement manuelle. Éventuellement quelques outils de fouille de texte quand cela était possible, et puis une analyse manuelle également des témoignages audiovisuels. Une fois ces 2400 termes identifiés, nous avons procédé à une thématisation de ces termes. Donc là, vous voyez rapidement un exemple de l'organisation du travail, au sein duquel on peut identifier le travail du mineur, qui lui-même peut se décomposer en un certain nombre de tâches, donc 10 structures classificatoires du domaine, reprises dans le thésaurus, que vous voyez sur la partie droite de l'écran. Et je passe la parole à mon collègue. Oui, donc l'exploitation qu'on a faite des 33 ressources se fait d'une part au travers des 2400 termes qui ont été rassemblés, qui ont été collectés dans des environnements lexicaux relativement divers, et puis dans cette base documentaire, elle aussi relativement hétérogène. Et la thématisation donc le rassemblement de ces 2400 termes au sein des 9 branches finales qui constituent notre vision du patrimoine minier du Nord-Pas-de-Calais, s'est fait également à l'aide de thésaurus préexistants qui eux-mêmes rassemblaient de manière plus ou moins thématique les contenus proposés, les termes lexicaux proposés. On réduit même fortement cette thématisation initiale, notamment du fait que le thésaurus que nous proposons n'est pas un thésaurus de la mine, n'est pas un thésaurus du charbonnage, mais un thésaurus du patrimoine minier, qui va de ce fait beaucoup plus dans une orientation d'une culture matérielle et immatérielle liée à la vie de la mine et à la vie autour de la mine, beaucoup plus qu'une quelconque considération technique. En particulier, on ne va pas trouver des contenus très ingénierie de la mine, ou on ne va pas trouver des contenus liés à un rapport aux technologies exploitées, technologies d'exploitation des minerais collectés. Et de ce fait, on se retrouve avec 9 thématiques, une qui est consacrée aux constructions, aux infrastructures construites qui sont proposées, une autre à l'historique lié à l'exploitation de la mine, avant, pendant et après l'exploitation, toute une partie culturelle est liée à l'éducation
autour de la vie du mineur. Il y a évidemment une partie économique qui est concernée. L'environnement naturel reprend évidemment toutes les modifications qui sont faites dans les environnements liés à la mine et puis à des réhabilitations. Il y a quand même un minimum de matériel. Le chevalement qui nous est montré tout à l'heure va évidemment pouvoir rentrer dans cette réalité. Il y a un certain nombre d'opérations, descendre dans la mine, remonter de la mine, extraire du charbon ou le transformer fait partie de cette réalité, et puis toute la partie activité. Les 9 branches qui sont proposées au départ sont elles-mêmes décomposées de manière de plus en plus précise, de plus en plus restrictive, sur 5 niveaux de profondeur maximum. On obtient au final un thésaurus hiérarchique, donc, composé de 558 termes descripteurs et puis de 764 termes non descripteurs. Chaque terme descripteur est associé à une note, un ensemble de notes d'application permettant de savoir de quelle manière l'utiliser, ce qui permet à d'autres personnes que nous, ces concepteurs, de pouvoir l'utiliser sans trop de difficultés. Et puis, comme on l'a dit dès le départ, notre volonté est de rendre ce thésaurus exploitable par tout qui souhaite l'exploiter. C'est la raison pour laquelle nous le proposons en lecture SCOS, donc le langage formel permettant de hiérarchiser un vocabulaire et de le diffuser de manière interopérable sur le web. Le résultat dont je viens de parler est proposé donc de manière ouverte, libre, n'importe qui peut le télécharger sur la plateforme proposée par le consortium Humanum, la plateforme OpenTeso, sous le nom Tezomine. Dans sa première version, il y en a peut-être une version un petit peu améliorée qui risque de voir le jour dans les mois ou dans l'année qui vient. Et la diffusion de cette ressource qui nous paraît importante se fait selon les conditions Creative Commons. Donc, c'est libre et ouvert à tout qui veut l'utiliser, veut éventuellement le réutiliser, le modifier, l'adapter à ses besoins. Dans notre méthode de travail, nous avons pensé qu'il était important de confronter notre approche à une évaluation qui n'est pas encore complètement formalisée, mais qui en tout cas a été dans un premier temps proposée à différents acteurs, et notamment le centre de documentation de la mission bassin minier qui gère pour l'UNESCO le patrimoine minier, patrimoine mondial de l'humanité, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement du Nord, CAUE Nord, qui nous a fait un certain nombre de retours. Évidemment, le centre historique minier de Leward, qui est dépositaire d'une grande partie des archives des acteurs des charbonnages du Nord-Pas-de-Calais. Et de manière plus distante, mais tout aussi intéressante, le musée de la mine de Saint-Étienne, qui se penche sur notre manière de travailler, sur notre ressource. Quand bien même nous travaillons sur une autre base de charbonnage, il est très intéressant pour nous d'avoir un retour d'une vision qui se fait dans un autre territoire. Et donc, une fois ce thésaurus construit, nous avons voulu aller plus loin en termes de description sémantique du corpus, enfin, d'un corpus, pour pouvoir justement le rendre disponible au plus grand nombre, en nous appuyant sur les nouvelles technologies du web.
Et donc, on a décidé de construire une ontologie de domaine à terme, qui se veut ontologie de domaine à terme, pardon. Et sans vous faire tout l'état de l'art sur la modélisation sémantique actuellement disponible, on s'est appuyé sur le modèle CIDOC-CRM, qui est la norme internationale de modélisation des connaissances sur le patrimoine, qui justement nous permet d'éviter toute problématique d'évolution des concepts dans le temps, tel que la question a été posée tout à l'heure. Modèle qui nous permet de décrire à la fois le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel, et de façon relativement large, donc intéressant. Et puis l'objectif étant aussi de respecter à la base la politique de l'État, et notamment la feuille de route Open Data du ministère de la Culture, et on pourra en revenir sur les questions si vous le souhaitez. En termes de méthodologie, donc sur la base du modèle sémantique CIDOC-CRM constitué de 94 concepts et 149 propriétés, on en a sélectionné donc un certain nombre à partir du travail réalisé sur le thésaurus pour couvrir au niveau sémantique l'ensemble de notre champ thématique justement. Donc 47 classes et 50 propriétés identifiées. Et puis donc définition du premier modèle et ensuite instanciation de ce modèle à partir d'entretiens transcrits auprès d'anciens mineurs. Donc parmi le modèle CIDOC, parmi l'ensemble des concepts du modèle CIDOC, nous sommes concentrés sur différentes facettes de ce modèle, notamment les personnes, les acteurs, à la fois personnes physiques et puis personnes morales, organisations, institutions, etc. Les lieux, les dates et périodes, les entités matérielles, donc thématiques, qui proviennent principalement de notre thésaurus, et puis également des entités matérielles qui sont également structurées dans notre thésaurus. Alors un petit exemple ici sur la base d'un extrait d'un entretien, sachant qu'on pourrait vous montrer des exemples sur plusieurs documents pour montrer un peu les possibilités de ce modèle. L'idée de cet exemple ici étant de mettre en avant le fait que quel que soit le corpus documentaire traité, on va pouvoir mettre en relation des éléments d'un paragraphe, tout comme des éléments d'un document ou de plusieurs documents sur la base justement des concepts qui sont identifiés dans le corpus traité. Ici, en l'occurrence, dans cet extrait, donc c'est grâce au film, on peut dire donc un témoignage de Jean, pour le coup, ancien mineur. On peut dire un grand merci à Claude Berry parce qu'on, si bien quand on a arrêté en mars 89, il parle de sa retraite, il a parlé de Claude Berry, du film Germinal, parce que Germinal, c'est quand même un livre qui a été écrit par Émile Zola dans les années 1800 et quelques. Et donc le modèle ici présenté nous permet de mettre en relation l'ensemble des concepts identifiés, que ce soit les acteurs, que ce soit les périodes, les lieux, et puis également les thématiques du projet, et de proposer ensuite un moteur de recherche sémantique qui va s'appuyer sur cette base de connaissances pour aller rechercher typiquement l'ensemble des éléments de type date, par exemple, de période qui sont en lien avec le concept germinal. L'intérêt aussi également d'un modèle sémantique tel que celui-là par rapport au thésaurus, c'est qu'il donne aussi une recherche sémantique au niveau des relations. Et donc le moteur de recherche, contrairement à Google où il fait simplement des liens entre termes pour le coup, va aussi essayer de s'appuyer sur les liens qui sont identifiés entre les concepts pour pouvoir proposer un moteur de recherche qui se veut plus intelligent. On pourra en discuter également. L'objectif, une fois cette ontologie construite, a été de pouvoir l'exploiter, et donc on s'est appuyé sur les compétences donc de notre partenaire de l'INA, et notamment donc du coup d'un service du département de la recherche et innovation de l'INA, qui a proposé un outil qui s'appelle Okapi, qui vise justement à favoriser le partage, la capitalisation et la médiation des connaissances à travers différents types de corpus, audiovisuels notamment, mais pas que. Voici un petit extrait de la plateforme Okapi qui, à partir d'une séquence vidéo de plus ou moins longue, de quelques minutes à quelques heures, va nous permettre d'instancier cet entretien, du coup, va nous permettre d'instancier cet entretien à partir de l'ontologie que l'on a définie. Donc on intègre dans Okapi notre ontologie, notre modèle sémantique, et puis donc on marque à la main des séquences avec 1, 2, 3, 4, 5 concepts du modèle. Et à terme, une fois un entretien, ici là c'est un extrait, tout simplement la production du modèle instancié sur un entretien, du coup celui de Jean, on obtient donc un modèle sémantique relativement riche qui relie justement toutes nos entités, auteur, lieu, date, thème, thématique matérielle et immatérielle, et puis également l'ensemble des séquences vidéo qui sont concernées par l'instanciation. Et donc l'outil nous permet également d'extraire l'ensemble de la modélisation dans les langages normalisés du web sémantique, standardisés et certains normalisés, donc notamment l'OWL pour le coup et le SCOS si on souhaite en obtenir une extraction thématique.
En termes de perspective, du coup, donc tout d'abord terminer l'instanciation de l'ontologie, donc de passer à plus d'entretiens, de tester ça. On a également testé, on le présente pas ici, mais l'instanciation sur le millier de corpus texte de la presse. On obtient des résultats intéressants, mais qui sont de l'ordre de l'ingénierie actuellement. Et nous, ce qu'on souhaiterait, c'est pouvoir tester une indexation beaucoup plus sémantique. Donc je le détaille pas, mais donc on le présente pas aujourd'hui. Mais donc tester la robustesse du modèle sur un ensemble de documents beaucoup plus volumineux pour voir si finalement on reste exhaustif dans notre description de ce que l'on entend par le domaine des mines pour le coup, et puis de continuer l'évaluation et à plus long terme d'intégrer le multilinguisme comme l'a dit mon collègue et puis d'enrichir ce travail à travers de nouvelles captations des témoignages. L'ensemble des publications, des résultats sont présentés sur le carnet hypothèse Mémomine, que vous pouvez aller consulter si vous le souhaitez. Et en outre, outre le fait de pouvoir utiliser notre modèle ontologique dans Okapi, c'est aussi du coup à terme de pouvoir décrire des corpus documentaires, et notamment dans le cadre des résultats des partenaires du projet que Nicolas a présenté ce matin, pour la description plus fine typiquement de l'ensemble du site d'Arambert qui avait été donc numérisé en 3D et avec l'ensemble des objets qui a été intégré d'ailleurs. Donc voilà, merci pour votre attention et nous sommes disponibles pour les questions. Infiniment pour la présentation de ce très très beau projet. J'imagine qu'il va y avoir des questions. Peut-être le temps que les esprits d'escalier puissent commencer à formuler les... Ah. Bon, j'arrive avec ma casquette d'ingénieur, mais vous avez dit à un moment que vous ne preniez pas en compte pour le moment les choses qui étaient plus sur les entreprises, les techniques et l'économie autour du charbon, justement, qu'il y avait autour de ces mines. C'est une volonté que c'est entièrement hors scope, ou c'est quelque chose qui doit être réintégré au sein de Mémomine, justement, ultérieurement, ou qui fait partie d'autres sphères de recherche? Alors, en fait, on s'est focalisé sur le patrimoine minier et pas sur les dimensions techniques ou technologiques qui seraient beaucoup plus des réalités qui intéresseraient l'école des mines, par exemple. Tout ce qui est géologie, tout ce qui est objet très technologique ne fait pas partie du vécu du mineur, mais fait partie du vécu de l'ingénieur des mines, beaucoup plus. Et on s'est plus focalisé sur la vie commune des gens de la mine et autour de la mine, plutôt que sur une certaine hiérarchie. Alors, il y a cette coloration patrimoine qui vient bien évidemment là-dessus. Alors, on pourrait nous rétorquer, oui, mais l'histoire des sciences est intéressée aussi par de la géologie. Mais à ce moment-là, il y a des ressources beaucoup plus spécifiques qui sont orientées vers la technologie, vers la géologie. Et à ce moment-là, ce serait un petit peu recommencer un travail qui est déjà fait. À partir du moment où nous proposons le résultat de notre travail pour les thésaurus en SCOS, pour l'ontologie dans d'autres langages, en l'occurrence OWL, l'interopérabilité avec d'autres ressources qui viendraient s'y ajouter est de toute façon assurée. Donc, on ne sort pas de notre périmètre de confort et de l'environnement qu'on avait décidé de suivre dès le départ, ce qui ne nous ferme pas du tout à l'utilisation supplémentaire de ces autres ressources. Super. Et peut-être deuxième question rapidement sur, je crois pas l'avoir vu passer, mais quel lien vous avez ou vous arrivez à faire avec les archives nationales du monde du travail, qui justement, eux, ont toutes par exemple, les carnets de mineurs, les fiches d'identité, qui ont quand même une grosse base matérielle et documentaire des mines. Très amical. Alors, je ne vais pas être politiquement correct, donc ne m'enregistrez pas. Nous avons eu des contacts avec les archives de l'EWARD, et lors de la première réunion que nous avons eue de consortium... C'est le monde du travail. Ah, pardon, excusez-moi.
Je peux répondre peut-être rapidement. Le monde du travail, en fait, des relations Oui, excellentes. La difficulté des archives du monde du travail, mais en fait, c'est aussi un peu la perche que je lançais tout à l'heure sur le ministère de la Culture. C'est que, en fait, ils sont hyper volontaires. Et on a travaillé sur le textile avant avec eux, sur un peu le même principe. Et là, sur les mines, on s'est rencontrés plusieurs fois. Mais à un moment donné, quand on arrive à travailler ensemble, ils n'ont pas les moyens, en fait, de nous aider concrètement à apporter plus de humain, je parle, pour travailler sur la description précise de ce que l'on veut faire. Et on avait déjà suffisamment, le projet étant ancré sur la mémoire orale, travailler sur les archives, notamment papier, qui sont hyper riches. Ça signifie de lancer un deuxième projet et là de financer de l'ingénierie, etc. pour les aider et nous aider à travailler en collaboration. Mais on en parle depuis 5 ans avec eux. Et on a envie. Mais c'est comme la politique data de ministère de la Culture qui dit aux bibliothèques, aux médiathèques, passez tous à l'open data. Bah oui, mais s'il vous plaît, on n'est que 2 là. Et on n'a pas les moyens en fait. Voilà. Et puis en termes de saturation, les objets, l'ensemble des objets physiques, numériques, papier que possède le WARD, c'est suffisant. Voilà. Donc on a eu des contacts avec nos collègues des archives, mais voilà, pour les raisons qu'a indiqué Eric, ça n'a pas donné lieu à un partenariat réel. Mais ils sont intéressés, semble-t-il, par ce qu'on fait. Bonjour, Emmanuelle Iberni, chargée des collections au Centre historique minier. Donc je suis chargée de vous donner la carte du nouveau directeur du Centre historique minier, qui est arrivé au 1er mars. C'est une excellente nouvelle. Voilà. Donc moi je suis plutôt collection. Je m'intéresse au thésaurus sous l'angle des collections. Peut-être que là-dessus, on va pouvoir travailler, mais c'est vrai que la question des moyens humains est une véritable question. Et notamment, au Centre historique minier, on a eu 10 ans sans personnel pour s'occuper des collections. Donc le retard à rattraper est monumental. Espérons qu'on arrive maintenant à aligner un petit peu les planètes pour travailler un peu plus ensemble. C'était pas vraiment une question, c'était juste... je rebondissais sur ce qui s'était passé avant. Merci beaucoup pour cette proposition, d'autant qu'on va vous refaire une proposition que nous avions faite au début du projet. C'est de venir chez vous avec éventuellement des étudiants en stage qui, eux, apprennent à indexer, à utiliser des thésaurus, des anthologies, ce qui pourrait éventuellement vous aider. Banco. Moi, je vais me permettre une question. J'ai trouvé vraiment votre intervention passionnante. Je trouve qu'elle posait vraiment un bon dialogue avec l'intervention d'avant, qui était de chercher justement un thésaurus accepté scientifiquement, qui fasse consensus. Et vous, j'ai l'impression qu'à partir de ressources hétérogènes, vous avez exhumé un thésaurus oublié, que vous l'avez fixé, que vous l'avez figé et que vous l'avez en fait conservé. Et c'est vraiment un très très beau travail. Et la question rebondit un peu sur ce que disait Thibaut Guillaumont. Justement, vous avez mêlé, je pense, dans ces thésaurus qu'il y a du vocabulaire d'ingénierie, un vocabulaire industriel, un vocabulaire métier, peut-être même un vocabulaire de population qui décrit son paysage. Et à quel point ce thésaurus, cette ontologie, est limitée en fait au bassin minier du Nord, pour ne pas en sortir, et dans quelle mesure il se superpose par exemple avec un patrimoine minier près de Saint-Étienne, au Chili, en Belgique. C'est pas du tout une critique, c'est plutôt vraiment un vrai intérêt. À quel moment cette ontologie devient un patrimoine extrêmement local en fait? Alors, le système d'organisation de thésaurus ou ontologie n'est pas conçu ni pour être figé, ni pour être local. Vraiment, on insiste que là, il s'agit d'une V 1.0. Comme l'a dit Bernard Jacquemin tout à l'heure, on envisage de le faire évoluer en fonction à la fois de l'évolution des collections des musées, des centres de documentation et des archives. Et puis, il n'est pas non plus local parce qu'on est allé voir un certain nombre de musées. On a cité Saint-Étienne, je pourrais aussi mieux citer le musée de la mine de Ronchamp, qui ont des tailles complètement différentes. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que au Blanzy, par exemple, près du Creusot, et ce sont apparemment des musées de grande taille, mais en fait, il n'y a pas d'archivistes, pas de documentalistes,
pas de spécialiste de la médiation, si ce n'est un ou une bénévole qui accompagne les touristes. Et là, on l'a expérimenté à plusieurs fois, hein, on l'a fait au moins dans ces 3 musées. Alors, ils sont très intéressés par réutiliser tout ou partie du thésaurus, et nous, on est prêts à les accompagner. Hein. L'un des objectifs du projet, c'est encore une fois, sur le plan, disons, moins scientifique et plus sociétal, de fournir cette structure pour aider ces centres à indexer. Mais en définitive, on est, comme le disait Eric tout à l'heure, confronté à des problèmes de moyens humains. Ou plutôt, ils sont confrontés à des problèmes financiers, bien sûr. Oui. Après, nous, on s'est donné de notre personne à titre personnel pour aller visiter tous les sites en France. Nous, c'est plus humoristique qu'autre chose, mais le projet étant sur les Hauts-de-France au début, c'est vrai qu'on s'est concentré en termes, ne serait-ce que de mémoire orale, sur les Hauts-de-France. Donc, est-ce qu'on est exhaustif à confirmer? On ne peut pas le dire, c'est clair. Mais je veux dire qu'on s'est déplacé sur plein de sites en France, de notre côté, pour aller visiter. C'est un thésaurus du patrimoine minier. Oui, qui se veut, mais pour être le plus honnête du monde, si on le teste sur un corpus de Saint-Étienne à l'heure actuelle, est-ce qu'il va être suffisamment exhaustif pour couvrir l'ensemble de la mémoire orale des mineurs interrogés à Saint-Étienne? On n'en est pas certain. On devait essayer, on avait lancé une opération avec Saint-Étienne, et puis le Covid nous a rattrapés aussi. Et du coup, pendant pratiquement 18 mois, ils n'ont plus ouvert. Et malheureusement, ça n'a pas non plus été l'occasion de faire du télétravail. Mais ce n'est pas oublié. Entendu, merci. Ça reste du patrimoine minier, quand même très orienté sur les charbonnages, parce que c'est effectivement ce type de mine que nous rencontrons. Donc, il est probable que les ressources que nous proposons vont beaucoup plus correspondre à d'autres patrimoines miniers d'extraction du charbon que d'extraction de quelque autre minerai que ce soit. Et c'est aussi beaucoup dans la terminologie qu'on est très ancré dans le fonctionnement local, puisque c'est les patois locaux et les langues importées localement et leur retranscription locale qui a été collectée. Mais les structurations risquent quand même de rester assez proches, les structurations conceptuelles risquent de rester assez proches si on va voir d'autres zones d'extraction charbonnière. Merci beaucoup. De rebondir quand même sur ce qui a été dit là. Je pense que au-delà même des différences de vocabulaire, ou de langue, entre le patrimoine minier de Casseville, par exemple, je crois que c'est aussi du charbon de Casseville, si je me souviens bien. Ce que vous avez mis au point là, en tant que système ou en tant que réflexion théorique et pratique, peut être exploité, mis en place par d'autres musées ou structures muséales ou chercheurs. Je pense que ce qui est intéressant maintenant, et je trouve que l'idée de Mathieu est intéressante, c'est justement de développer ça et de déployer votre projet de recherche qui arrive à son terme, si j'ai bien compris, ou à un moment un tournant, de le tester ou de le déployer sur d'autres structures de ce genre. Mais la difficulté, et nous on le rencontre aussi avec Thésaurus, c'est que beaucoup de gens sont intéressés, mais dès qu'on parle moyens financiers, il n'y a plus personne. Moyens humains, il n'y a plus personne. Et puis, compétences aussi en termes de formation. Tout le monde n'est pas documentaliste ou archiviste. Mais oui, bien sûr. On a le temps encore pour une question. Merci. Juste la dernière question. Vous avez évoqué un petit peu la question du multilinguisme. Sur d'autres projets que j'ai pu monter il y a quelques années, en fait, l'enjeu de la co-construction d'un thésaurier, notamment sur des collections en lien avec les 2 conflits mondiaux, c'était justement de pouvoir créer des thésauries multilingues pour faciliter en fait notamment la valorisation des collections en ligne et un accès internaute en fait multilingue. Est-ce qu'il y a cette dimension-là? Elle a été un petit peu évoquée tout à l'heure avec le Getty, mais est-ce qu'il y a aussi cette dimension-là dans
dans la structuration en fait, d'un tel thésaurus. La dimension multilingue que nous on aborde, c'est vraiment celle des parlers locaux et pas tellement la traduction des ressources dans d'autres langues dominantes. La plupart du temps, quand on parle de thésaurus multilingue, on va avoir du français, de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol, de l'italien, du chinois. Nous, on est vraiment dans un... en tout cas, les réalités qu'on rencontre, c'est qu'on a des mêmes concepts qui s'organisent exactement de la même manière, mais qui sont désignés d'une manière différente en fonction de groupes sociaux, en fonction également d'une exploitation, voire d'un puits spécifique par rapport à un autre. Et de ce fait, la structure des ressources proposées, la structure conceptuelle proposée, ne diffère pas en fonction d'une langue ou d'une autre qu'on pourrait rencontrer. C'est pas exactement la même chose quand on est dans ce qu'on appelle, ce qu'on a plus tendance à parler, à désigner sous le terme thésaurus multilingue, où on va avoir des différences culturelles. Et quand la différence est culturelle, l'organisation des concepts peut elle-même être culturelle. Donc, on ne peut pas forcément faire le pas direct entre notre manière de voir un certain multilinguisme qui est orienté plus vers des parlers locaux, pour ne pas dire dialecte ou patois, et une diversité culturelle qu'on peut rencontrer la plupart du temps quand on évoque ce multilinguisme. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Et par parler locaux, on inclut aussi les parlers au sein, dans les fosses, des mineurs qui venaient de Pologne, d'Italie et du Maroc. Voilà, donc c'est la définition des langues, disons, régionales et des langues de France. Voilà. Dans le contexte local et dans les mines. En fait, je posais ces questions-là parce que peut-être qu'aussi ça peut... Enfin, c'est probablement un autre projet, mais du coup, pour les institutions patrimoniales qui vont travailler avec vous, ça peut être aussi une dimension qui peuvent les intéresser. C'est-à-dire d'avoir une structuration en thésaurus qui est d'emblée multilingue. Forcément, en termes de valorisation des collections, ça peut énormément simplifier leur travail. D'où ma question, en fait. Enfin, mais je conçois que c'est un autre projet, du coup. Mais la structure, aussi bien de l'anthologie que du thésaurus, permet d'intégrer les parlers locaux dont parlait Bernard. Par contre, très clairement, enfin, si ce qu'on évoque, c'est la possibilité de regarder ce que nous faisons en se disant, bon, est-ce qu'il y a moyen de faire ça dans d'autres contextes multilingues avec des langues dominantes, moi, je serais quand même très prudent dans la mesure où la structure conceptuelle risque de changer à cause des variations culturelles propres aux groupes qui sont beaucoup plus larges et surtout à des fonctionnements linguistiques qui, eux, sont très très différents. Vu qu'on explose le planning, je peux lancer une anecdote rapide. Déjà, de se concentrer sur la langue, enfin c'est un oui, on va dire oui, sur la langue locale. On a visité des mines avec des anciens mineurs, à plusieurs, toute l'équipe d'ailleurs, il me semble, projet, une bonne partie. Et c'était un ancien mineur qui est donc ch'ti, et qui nous faisait visiter donc, au début ne serait-ce que leur espace central, et nous expliquait des choses, et une fois sur deux, on n'arrivait pas bien à comprendre déjà la visite. Et puis on posait la question, et là on était complètement perdus. En termes de vocabulaire, d'accent, ça a été 3 heures passionnantes, ou un peu plus de 3 heures passionnantes, extraordinaires. Et nous, on a dû retravailler à noter les définitions au fur et à mesure de l'avancement de la visite, et du coup aussi de l'avancement du thésaurus. Parce que déjà, là, c'était incroyable, quoi. Et on imagine qu'avec des mineurs des différentes régions, on pourrait vivre des choses aussi extraordinaires. Voilà. Merci beaucoup. Je vous propose de clore sur cette anecdote les débats et de passer